Alors, Iran, Liban, Ukraine, 3 guerres, 0 leadership français. Est-ce qu'on est encore une nation qui compte ou est-ce qu'on est en train de s'effacer tout doucement au 2e, voire au 3e rang? Celui qui commence, c'est Olivier Vial. Olivier. Oui, alors je pense qu'il y a deux choses qui se passent. C'est qu'effectivement, on sait qu'aujourd'hui, la place de la France, la diplomatie de la France, et notamment avec Emmanuel Macron, a été tellement erratique que c'est difficile d'avoir une voix qui porte quand on change de position au gré des années. Ça, c'est la première chose. Mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. En réalité, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a le retour d'une diplomatie et d'une géopolitique des intérêts, qui est en réalité ce qui a toujours existé. Sauf que la France considère encore qu'elle est la représentante du droit international. Sauf vous voulez dire en opposition. Ouais. Vous voulez dire certains sont dans la diplomatie des intérêts, tout le monde, les Américains, les Russes, etc. Tout le monde en fait. Alors que la France serait au-dessus. Toutes les pays aujourd'hui utilisent la force pour défendre leurs intérêts. Nous, on est encore dans l'illusion où le droit international permettrait de réguler. Sauf que le droit international, il n'a fonctionné qu'au moment où il y avait une force pour le définir, pour le Vous poser. dites quoi? C'est un décalage de la France par rapport à l'époque. C'est à la fois un décalage de la France, c'est surtout un décalage idéologique qui considère. Alors c'est normal puisque le droit international c'est l'arme des faibles. En réalité, c'est celui. On espérerait que ça fonctionne comme ça parce que on n'a pas les moyens de nous imposer par la force. Donc on aimerait que tout le monde respecte les règles du jeu, mais quand on s'aperçoit que les règles du jeu plus personne ne les respecte, continuer à dire excusez-moi, c'est pas dans le règlement, c'est assez ridicule. Et malheureusement, c'est un peu ce qui se passe. Donc je pense que là-dessus, la France, elle doit recomprendre que même si on aurait aimé peut-être que le droit international, les valeurs soient plus importantes, ce qui compte, c'est les intérêts et la force qu'on est en capacité de mobiliser pour les défendre. Et ça, malheureusement, on a pris beaucoup de retard. Il n'y a pas que ça, Olivier. Attends, Philippe, il y a une chose, il y a quand même une situation de la France qui a une armée puissante, Oui. 7e mondiale. Qui est en train de revenir. Première européenne. Non, alors ça dépend sur quoi, parce qu'aujourd'hui justement, par rapport à l'Angleterre ou par rapport à la Pologne. Oui, effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui la Pologne a presque une armée, alors qu'il y a 10 ans c'était pas le cas, qui est presque aussi puissante que celle de la France, que même l'Ukraine sur plein de sujets, ils sont devenus beaucoup plus performants que nous, parce que là aussi, on sait ce qu'on n'a pas. Bien sûr, ils sont en guerre, donc ils sont obligés d'avancer vite. Ce qu'on n'a pas perçu, et la guerre en Iran nous le montre, c'est qu'il y a eu une évolution réellement très importante et que nos nations, c'est nécessaire, la question du deuxième porte-avions, etc. On s'aperçoit qu'on est capable de mettre beaucoup d'investissements très chers, alors qu'aujourd'hui, la guerre, elle se fait avec l'intelligence artificielle, avec des guerres de déstabilisation, avec des ingérences, avec des drones qui coûtent pas très cher, et que face à ça, nous, on a un arsenal qui était vieillissant, alors qu'on commence à remettre en place. Et sans doute décalé aussi. Et très décalé. Comme la posture. On a besoin un peu des deux. Et ça, effectivement, cette articulation, je pense qu'on est en train de le comprendre, mais on est en train de le comprendre sous la pression, justement, de Donald Trump, quand il nous dit bon, maintenant c'est fini, faut pas rêver, on n'est pas là pour vous protéger ad vitam aeternam. Soit vous êtes en capacité de mettre les moyens, soit vous serez seul au monde dans ce cas-là. Asco. On oublie beaucoup, par rapport au déclin de la France, une des facettes importantes qui fait qu'on décline, c'est aussi le côté culturel. La France, avant, elle rayonnait à travers le monde entier. Quand on parlait de la France... Vous pensez que le soft power français est en déclin, lui aussi? Complètement. On est le 2e ou le 3e cinéma au monde. Non. On a un réseau d'ambassades. On a un réseau d'ambassades qui est en déclin. Les alliances françaises ont été bousillées les unes après les autres. La culture française n'est plus la référence dans le monde, alors qu'elle l'était encore il y a quelque temps. Vous parlez quoi, du 19e siècle et des impressionnistes? Je parle du début du 20e siècle, je parle du milieu. 100 ans. Mais non, je parle... Mais justement, ça faisait partie de la puissance de la France. D'accord. La France, c'était l'élégance, c'était les rues de Paris, c'était la magnificence, c'était la culture, et on n'a plus du tout ça. On n'a plus de ça. Avant, les pièces de théâtre françaises se jouaient dans le monde entier. Et effectivement, en français. Assez d'accord avec ça, parce qu'en fait, maintenant c'est fini. Ce qui se passe, c'est même que c'est devenu maintenant contre-productif. C'est ça. Parce qu'en réalité, on a l'impression, en tout cas, il y a beaucoup de pays du monde qui en fait, ce qu'avant on présentait comme quelque chose de glorieux, aujourd'hui, ils ont un peu l'impression que c'est de l'arrogance, parce que on a un présupposé qui est pas à la hauteur de ce qu'on est capable de fournir. Ça nous a fait perdre de l'influence. Notamment en Afrique, en Afrique très fortement. Quand on regarde par exemple la géopolitique de la francophonie en France, dans le monde, on s'aperçoit effectivement que petit à petit, des endroits où la
francophonie était une arme justement de rayonnement, se retourne contre nous avec des pays d'ailleurs qui, bien que francophones, alors certains veulent plus parler français, c'est l'Algérie par exemple, mais d'autres continuent à parler français malgré tout, ouais. Très, très vastement. Oui, mais avec quand même de plus en plus de difficultés, puisque la nouvelle génération, ça sera compliqué, puisqu'il y a des écoles qui ferment, il y a même des interdictions de le faire dans certaines écoles de commerce, etc. Et ça, on a laissé filer. On a laissé filer. Claude Janvier, vous êtes face à deux déclinologues qui trouvent que la France est au fond du caniveau. Vous êtes sur la même position? Vous êtes Oui, mais moi je vais... Vous n'êtes pas fier de la France et de sa position? J'étais fier de la France, oui. Je ne le suis plus. D'accord. Parce qu'Emmanuel Macron, il faut quand même pointer du doigt qui est en grande partie responsable de ce déclin, aussi bien culturel d'ailleurs qu'industriel. En 10 ans de pouvoir macronien... En 10 ans, il a quand même supprimé le corps diplomatique. Ouais. On se rappelle, il y a quelques années en arrière... Je suis allé chercher les chiffres, c'est 3e réseau mondial, 158 ambassades, 10 000 fonctionnaires. Oui, mais c'est pas parce qu'on a 158 ambassades qu'on a des ambassadeurs de talent. Oui. Et Emmanuel Macron a supprimé le corps diplomatique il y a quelques années. Il a donné le choix, il a fait un discours percutant au Quai d'Orsay, il leur a dit voilà, c'est simple. Ou vous rejoignez le corps des administrateurs publics, c'est ça que ou alors, dire, hein. Ou alors basta, ont été supprimés, c'est qu'on les a un peu déspécialisés en fait. Mais en réalité, n'est pas diplomate ni ambassadeur qui veut. C'est un métier et c'est un métier qui s'apprend et qui s'apprend réellement beaucoup. C'est-à-dire, on peut pas s'amuser à aller faire de la diplomatie à l'extérieur sans savoir de quoi on parle. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on n'est plus du tout en mesure d'apporter quoi que ce soit au monde entier. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, en envoyant l'armada là dans le détroit d'Ormuz, à part faire des ronds dans l'eau, c'est tout ce qu'ils vont faire. Il a envoyé dans le détroit d'Ormuz, il a envoyé un porte-avions au large de Chypre. Oui, oui. C'est en Méditerranée, Ormuz et en Ils vont faire des ronds dans l'eau parce que c'est pas ça qui va obliger l'Iran à arrêter. C'est pire, Franck. C'est ça le problème, quoi. Parce qu'il communique en disant que je fais quelque chose et puis en fin de compte, quand on regarde, il fait rien. Il fait rien. Ouais. Mais c'est uniquement de la communication, encore une fois de plus. Et le déclin de la France est en partie à cause de Macron, mais ça avait commencé avant, je veux dire. Absolument, avec Sarkozy, Hollande et tout ça. Philippe Pasco, vous dites c'est rien, mais est-ce que vous préféreriez que la France soit engagée dans ce conflit et qu'elle aille au combat Je préférerais que notre président de la République prenne une décision qui soit logique, saine et bonne pour le peuple. Et c'est pas ce qui serait quoi vous seriez... Ah ben moi je suis pas président et je me permettrais pas de prendre une décision. Vous critiquez sa position. Mais je critique parce que... Non, j'ai des idées, c'est évident. Oui. Je dis simplement qu'à partir du moment où il y a des extrémistes, entre guillemets, qui tapent un peu partout, y compris sur des intérêts français. Faut pas oublier que l'Iran a déjà envoyé des missiles ou des drones sur des intérêts français. Oui. Tu réagis, hein? Oui. Et ben là, il réagit pas. Il communique. Il réagit. Alors, il communique. Ouais. Moi, effectivement, j'aurais 2 bémols. Vous voulez un peu de côté positif. Un, effectivement, quand même, malgré tout, après avoir tout détruit, il a quand même le seul endroit où il a remis de l'argent et que c'était nécessaire, c'est dans l'armement et dans l'armée, même contre sa majorité quelquefois. Donc ça, c'est plutôt la bonne chose. Et où je suis pas d'accord, c'est qu'effectivement, il a détruit la diplomatie française. Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut mettre à son crédit, parce que la diplomatie française, on a quand même beaucoup souffert de notre Quai d'Orsay, qui a souvent eu une position qui l'imposait aux politiques contre même les intérêts de la France, avec une vieille tradition qui était effectivement, je pense... Quand on compare le passé et le présent, je suis désolé, la politique extérieure d'Emmanuel Macron, c'est une catastrophe. Oui, mais la politique, par exemple, même la politique du général de Gaulle ou sur ces questions-là, elle était quand même souvent faite contre le Quai d'Orsay avec une diplomatie parallèle. Parce qu'en réalité, on a eu quand même une sorte de Quai d'Orsay qui s'était instauré comme un État dans l'État, avec une vision qui était la sienne et qui était de plus en plus compliquée à gérer. On l'a vu dans... vous êtes nostalgique de la diplomatie à la papa, Claude Janvier ? La diplomatie du XVIIe ou du XVIIIe siècle, tout à fait d'accord. Ah oui. Mais depuis le XXe siècle, je pense qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses Vergennes et Talleyrand, carrément. Non, je pense qu'il y avait vraiment des réels bons diplomates, même au cours du XXe siècle. Et aujourd'hui, je suis désolé, quand je regarde qui est à la
la tête du Quai d'Orsay aujourd'hui, Barrot, Oui. ça m'inspire pas, ça m'inspire rien. Quand je vois les ambassadeurs qui sont nommés un peu partout, franchement, ils sont pas à la hauteur. Gérard Haro, qui était longtemps Aux avant, États-Unis, à on l'ONU. peut pas dire qu'il a été à la hauteur et que ses prises de position sont intéressantes. Donc effectivement, on peut je pas pense dire que tout le monde est à la hauteur. Pas tous ensemble. Ça fait longtemps que le Quai d'Orsay était dans une logique qui, à mon avis, était à corriger. Je peux pas être Attendez, d'accord avec moi je voudrais... Olivier, il faut savoir que je suis en partie d'accord avec ce que il y avait des pots pourris dans les ambassades. Il y en a toujours eu. Le problème, c'est qu'il y a toujours à un moment donné un problème entre les politiques de Paris et le Quai d'Orsay ambassadeurs sur le terrain. Et qu'à partir du moment où les gens sur le terrain n'avaient pas forcément la même vision que les politiques qui, eux, étaient dans leur bureau, il est évident que ça crée des... Mais moi, Est-ce que c'est pas l'affaire de tous les... Oui, c'est ça. Et moi, j'ai toujours eu tendance à donner raison pays. à ceux qui sont sur le terrain, qui connaissent, plutôt que ceux qui parlent et qui savent pas. Moi, Sauf, c'est vrai sauf qu'il y a que des- sur le terrain, on a Absolument. d'autres réseaux et c'est ce qui a été fait. Je pense qu'évidemment, il vaut mieux faire confiance à nos services qui sont sur le terrain et qui que au Quai d'Orsay et aux diplomates très souvent. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se reprend et c'est ce qui se fait aussi d'ailleurs dans les autres pays aujourd'hui. C'est qu'effectivement, la main, elle est passée du renseignement, y compris du renseignement technologique, au réseau diplomatique et des petits fours des ambassades qui donnent pas vraiment, de résultats concrets. Donc je pense qu'effectivement, oui, on a besoin de Aujourd'hui, oui. terrain. Sur le terrain, d'ailleurs, c'est Aujourd'hui, même les gens de la DGSE aujourd'hui sont malades. Oui, oui, non, mais ça, effectivement, c'est Et ça, là-dessus. c'est... Si on doit Ils n'en mettre- peuvent plus de la si on façon doit- dont on si les on doit traite. Ma mettre de question, l'argent, messieurs. c'est là-dessus. Messieurs, ma question, est-ce que finalement la France, elle se retrouve pas au rang qu'elle mérite économiquement, politiquement, en étant en deuxième zone? Est-ce qu'on... En deuxième zone, moi je dis qu'on est même en troisième. Oui, voilà, peut-être en ouais, troisième ouais, zone. j'aurais Mais, poussé, ouais. mais c'est juste aussi que maintenant d'autres nations beaucoup plus riches, émergentes, prennent notre place. Et est-ce qu'on n'est pas en train de se débattre sur un passé glorieux qui est vraiment très loin? Tant la locomotive est mauvaise, le train est mauvais. Donc la locomotive est mauvaise et on est Donc là. ça, c'est le leadership que Ben vous oui, mettez en cause. on est la risée. C'est pas la réalité économique, politique de la France. Giorgia maintenant. Meloni, Oui. l'économie italienne n'est pas beaucoup plus florissante que la nôtre. Clairement pas. Son armée est plus faible que la nôtre. Et Aussi. pourtant, son impact diplomatique est plus important aujourd'hui. Oui. Parce qu'elle Elle sait a- s'imposer. parce Enfin, que- pour la première fois, excusez-moi, je vous coupe, Ouais. mais le PIB italien a dépassé le PIB français. Pour la première fois depuis l'histoire de l'Europe. Quand même. Concernant le PIB italien, il y a beaucoup de discussions Non, mais sur d'accord, mais- la réalité de ce PIB. Hein, mais Peut-être. Mais en Mais tout enfin, cas, force est de effectivement, constater. avec les indicateurs actuels, Voilà. ok. Force est de on constater a- qu'on est passé derrière. pour autant- nous sommes passés derrière l'Italie. Pour autant, l'effacement progressif de la France, est-ce que ça reflète pas la réalité? Est-ce qu'on n'est pas en train de sortir du rêve français basé sur Louis XIV, Napoléon et Charles de Gaulle, on va dire? Je vais rejoindre ce que disait Philippe à l'instant. On a une mauvaise locomotive et ayant une mauvaise locomotive, on a un train On a un pourri. mauvais train. Je veux dire, c'est ça. On n'entretient Je pas pense les que le problème, rails. il est là. On n'entretient pas les rails, on n'entretient pas les gares. Et ben derrière, ça peut faire que quelque chose de chaotique Ça colle pas. qui fait que petit à petit on recule. Et comme ces gens-là ne sont pas dans une vision à long terme, ils sont dans des visions à court terme, leur élection ou leur boulot ou bien leur sûr. carrière, ils en ont rien à faire que les rails se bousillent. Alors, c'est quoi la réponse à cet effacement? Parce que vous parlez de Que le changement de la locomotive. que le peuple La se locomotive, réveille. elle change dans un an. Hein, si Mais vous non, parlez la de Macron, locomotive hein. elle change. Non, mais c'est le système qu'il faut changer. Il faut pas oublier. Ah, Faut ok. pas oublier. Une locomotive c'est une Oui. chose, mais Le si c'est système. ceux Et qui l'état la profond C'est derrière. quoi les Ceux qui- mesures à prendre pour que la France reparte de l'avant ou reprenne son Mais rang? avoir Six rangs, il y a. Hein. avoir des élus politiques qui ont un petit peu, excusez-moi, de coronesse. Et Oui. qui arrêtent de réagir en fonction des lobbies qui les entourent et des courtisans, Oui. et qui prennent des décisions réelles, bonnes pour le peuple et à long terme. Et puis on peut discuter 10 fois comment ça se fait Un qu'aujourd'hui... peu à l'instar, si tu le permets, du Premier ministre espagnol qui a dit aux Américains, moi non, Oui. je ne m'engage pas dans Vous votre le guerre. trouvez que c'est Pedro une- Sanchez, vous oui. pensez que c'est un exemple? Moi, c'est clair. Sur ce Moi, c'est clair. plan-là, juste sur ce plan-là, Oui, c'est mais un parce exemple. que exactement, ça s'oppose exactement à ce que disait Vial tout à l'heure sur le fait que la position morale, finalement, c'est l'arme des faibles. Parce que justement, là, en plus, effectivement, il est dans une position qui est purement, alors là, d'affichage. Effectivement, il se donne le bon rôle
vis-à-vis d'une clientèle qui est dans tous les discours anticolonialistes, etc. Il est dans le droit fil de ce qu'est devenu la gauche européenne et occidentale. Sachant qu'il y a un parti pris très anti-américain, très anti-américain, très en Espagne, hein, donc woke, il va dans le sens de son woke, etc. pays. Et effectivement, toute la politique qui est menée par Sanchez aujourd'hui en Espagne, elle va dans ce sens-là. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il va en sortir très grandi, parce que la droite espagnole est en train vraiment de revenir, justement parce que il est dans une position extrêmement radicale et extrêmement cornérisée. Alors oui, au moins Olivier, l'Espagne a pris une décision claire, Ils ont pris ce une qui n'est décision pas le cas de chez nous. Macron, il dit qu'il fait ça, il fait autrement. Il dit qu'il est contre, il téléphone aux ayatollahs. Il dit qu'il va rentrer dans la tête à Poutine et en fin de compte, il lui passe un petit coup de fil pour prendre le thé ensemble. Bah c'est le principe même, effectivement, c'est ce que je disais, c'est effectivement la difficulté aujourd'hui de cette diplomatie qui se croit sur le droit international, qui croit encore qu'effectivement les choses se fassent dans les ambassades, dans les coups de téléphone informels, etc., qui est convaincu, et ça, Emmanuel Macron en est le prototype, convaincu que c'est d'abord des relations interpersonnelles entre chefs d'État qui changent les choses. En réalité, derrière les relations interpersonnelles, il y a quand même d'abord des intérêts. Et des rapports de force. Des rapports de force. Et si on ne veut pas regarder avec lucidité que c'est pas parce qu'on s'entend bien avec une personne, si ses intérêts et le rapport de force est contre nous, ça ne fonctionne pas. Effectivement, Emmanuel Macron, mais c'est une vieille tradition justement du Quai d'Orsay, qui consistait à se dire que si on entretenait de bonnes relations avec 2-3 personnes dans les entourages des chefs d'État ou du chef d'État de pays, y compris que sur le papier on ne tolérerait pas, ça suffisait à fonctionner. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne marche pas, parce que c'est d'abord des intérêts. Et c'est quoi les solutions alors? La solution, je pense qu'effectivement, c'est d'arriver à comprendre cette lucidité-là. On a quand même, justement, vous l'avez dit, l'armée qui redevient importante, même si on n'est pas au niveau de ce qu'est les États-Unis. Il y a besoin aujourd'hui d'un véritable réarmement. L'industrie aussi. Alors, on a quand même quelques bonnes nouvelles. On a vu cette semaine qu'on est repassé 4e pays industriel, juste derrière la Chine, les États-Unis et devant l'Allemagne. Donc, on voit effectivement qu'on peut reconstruire quelque chose. Il y a une vraie nécessité de souveraineté économique, de souveraineté industrielle. L'endroit où on est très faible, malheureusement, c'est dans les technologies. Donc là, il y a besoin effectivement de remettre, mais là aussi, on commence à avoir quelques bonnes nouvelles. Malheureusement, on est assez partisan de la Startup Nation de Macron. C'est pas la Startup Nation, c'est qu'en fait, il faut qu'on ait, justement parce que l'industrie, il faut qu'on ait des vrais champions. Sauf que pour l'instant, ça arrive malgré l'État. Et malgré Emmanuel Macron. Si demain, on a effectivement non, il y a Yann Le Cun qui vient d'arriver avec justement un très gros projet. Et qui va lever 1 milliard pour un projet. Il y a quand même des choses qui sont en train de se passer, mais ça se fait finalement malgré. Si demain, le leadership change et que ça accompagne plutôt que de freiner, peut-être qu'on a une chance de résoudre certaines choses. Parce qu'on a quand même un pays où on a quand même encore des bases solides. Le problème qu'on a, c'est effectivement... On n'a plus de bases solides. Claude Janvier, vous êtes en opposition et c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Hein. Moi, je suis en opposition parce que nous sommes un pays totalement vassalisé aux Américains, et ce depuis déjà longtemps, d'ailleurs depuis 1917 pour être précis. Donc je veux dire, faut arrêter avec tout ça. Je veux dire, on est entièrement dominé par la politique anglo-saxonne et notamment états-unienne. Bruxelles est sous dépendance états-unienne. Donc tant qu'on ne sort pas du giron de Bruxelles en tant que capitale politique, tant qu'on ne reprendra pas notre souveraineté et qu'on ne dira pas aux Américains « go home, s'il vous plaît, il y en a marre », eh bien, on continuera de toute façon à servir la soupe aux Américains, que ce soit au niveau industriel, culturel, économique, social. Pour vous, la réponse, c'est la sortie de l'Europe? Absolument. C'est le retour à une France complètement indépendante. Hein. Ah bah, tout à fait, c'est la seule solution. Et de toute façon, je pense que l'avenir proche, maintenant, malheureusement, va certainement pas qu'à moi d'ailleurs, donner raison. D'accord. Malheureusement. Donc vous êtes d'une certaine manière optimiste. Vous pensez que la France va reprendre ses billes? On peut toujours reprendre ses billes. Oui. On peut toujours le faire. Maintenant, il faudrait que, comme le disait Philippe tout à l'heure, il faudrait qu'une majorité de gens commencent à comprendre et à cogiter, à s'éveiller un peu. On n'y est pas encore. Hein. Nous n'y sommes pas. Je rejoins ce que dit mon camarade Claude. Hein. Les cartes de crédit, ils sont américaines. Hein. Bien sûr. Le jour où ils nous coupent ça, on est marrant. On est sous la dépendance. Il y a plein d'autres systèmes dont on est dépendant pour le moment. Hein. Et on veut pas. Il y a une vraie question de souveraineté. Et on veut pas remettre en place quelque chose parce que c'est tellement pratique. Bien sûr. Ah oui. Et ça demande des sous qu'on n'a pas et peut-être du savoir-faire. Hein. C'est pas qu'on n'a pas, c'est qu'on veut pas mettre. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. Merci messieurs. Et entre-temps, Paul-Marie Couteau est arrivé. Il frétille, je vais le faire asseoir. À tout de suite.
On en est sur le deuxième sujet. La décroissance obligée à travers la hausse des matières premières. La France s'apprête à payer le prix fort avec les matières premières qui sont en forte augmentation due à la guerre. Mais est-ce que c'est vraiment une déroute que cette décroissance, ou est-ce que c'est finalement un futur plus sobre qui nous attend? Et quel est le futur, quel est le bon futur pour un pays comme la France? Claude Janvier. Eh bien, c'est une bonne question tout ça. Hein. Mais je vais nous faire une bonne réponse. Absolument. Non, mais je pense qu'il y a décroissance et décroissance déjà. Il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il faut modérer un peu la consommation de temps en temps, qui est peut-être un peu excessive? Certes, oui. Mais le problème, c'est que dans nos sociétés, on tombe facilement dans les extrêmes. C'est-à-dire que on va pas retomber non plus au Moyen Âge, c'est-à-dire à s'éclairer à la bougie et à faire. Mais on n'en est pas là, Claude. Alors attendez. C'est pas ça dont on parle. Attendez. C'est un changement de société ou un changement de consommation dont on parle. Oui, mais enfin, il y a une idéologie derrière un petit peu étrange. Oui. Récemment, je suis rentré chez un opticien. Il y avait un jeune gars de 25 ans. Okay. Et pendant qu'il me préparait mes lunettes, on en est venu à parler écologie. Il m'a dit, moi, c'est simple, je ne prendrai jamais l'avion parce que ça pollue. D'accord. Je vais vivre dans mon petit studio, je vais avoir un vélo électrique, je vais faire pousser mes plants de tomates sur mon balcon et je vais faire mes courses à pied. Waouh. Eh ben, à 25 ans, le gars, il était en train de me dire qu'il n'allait jamais prendre l'avion et qu'il allait jamais s'intéresser à ce qui se passe autour. Et là, j'ai trouvé ça très réducteur. J'ai commencé à vouloir lui expliquer que c'était peut-être un peu réducteur. Il m'a dit non. Alors j'ai commencé après, et c'est là où ça colle plus. J'ai commencé après à essayer de le sensibiliser sur les supertankers qui voguent sur tous les océans et qui voguent au fioul lourd et qui rejettent dans l'atmosphère une quantité effroyable de dioxyde. Ou tout simplement à vos lunettes qui sont en plastique, voilà. Et qui sont donc un composant du pétrole. Et là, il m'a fait cette réponse incroyable. Il m'a dit, ah oui, non, mais là, moi, je peux pas agir, ça me concerne pas, je peux agir sur l'avion, je le prends pas. Point, à la ligne. Ouais. Point barre. Et là, je me suis dit, à 25 ans, raisonner comme ça, c'est très velléitaire parce qu'en fait, là, il y a des études qui l'ont montré, notamment sur l'avion, c'est extrêmement intéressant. Les jeunes, les 18-25 ans, sont ceux qui critiquent le plus le fait de prendre l'avion. Pourtant, depuis le Covid, le marché de l'aviation est porté par les jeunes des 18 à 25 ans. C'est eux qui prennent le plus l'avion. C'est une vraie contradiction interne, ça. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la question de la décroissance, alors c'est une vieille idée. Hein. En fait, vraiment, ça commence en 72 avec le rapport de Rome, et puis après, on a plein de penseurs français. En réalité, c'est une idée extrêmement française, avec notamment Latouche. Et en fait, aujourd'hui, elle est devenue très populaire, mais sur le principe. On a 56% des Français qui considèrent qu'effectivement, pour sauver le monde, il faut décroître. Sauf qu'en réalité, on s'aperçoit que c'est exactement le contraire. On est face à des défis planétaires. On parle, par exemple, des espèces invasives, mais le réchauffement climatique, le manque de certaines matières premières, ça va demander quoi? Ça va demander de l'innovation et ça va demander justement d'être en capacité d'avoir de la croissance, parce que tout ça, si on veut répondre aux défis qui sont face à nous, on a besoin d'argent, et c'est pas en décroissant qu'on change les choses. C'est pas parce que demain vous allez à la MAP pour acheter vos légumes que le réchauffement climatique il a baissé de 2 degrés. Ça ne marche pas. Le seul truc qui marche, c'est d'être en capacité justement d'investir, et donc ça demande de la croissance. Mais la hausse des matières premières, c'est quoi? C'est une chance. C'est pipeau. Alors pourquoi c'est pipeau? Parce que l'excuse, c'est la guerre, c'est le pétrole. Oui. Il ne faut pas se faire d'illusions. À chaque fois qu'il y a une guerre et que les énergies fossiles, soi-disant, commencent à manquer, bizarrement, tout autour augmente, même les stocks. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a une logique. L'augmentation de la matière première induit une augmentation des coûts de production. Donc il y a quand même une logique. Très honnêtement, j'ai un avis personnel là-dessus. On pourrait faire autrement, on le fait pas. Et moi, je parle pas de décroissance, je parle de régulation. Je voudrais juste revenir à ce que disait Claude. Moi, je suis pas inquiet, les jeunes qui ont 25 ans, qui prennent pas l'avion, tu les retrouves à 50 ans, chefs d'entreprise avec leur jet privé. Je l'ai connu. Je l'ai connu en mai 68, où j'étais un peu jeune, où tous les mecs qui étaient pour la liberté, pour les machins, je les retrouve tous aujourd'hui chefs d'entreprise et qui font le contraire de ce qu'ils disaient. Donc je suis pas inquiet là-dessus, quoi. J'en ai même connu, je me rappelle très bien, à Nuit debout, des jeunes qui hurlaient en semaine pour la décroissance, la liberté, le machin, le bidule, et tu les retrouvais le week-end à Ibiza en train de faire la fête. En fait, donc je suis pas inquiet par ça. Par contre, réguler, je suis pour. C'est vrai qu'à un moment donné, si là encore une fois, et je reviens aux politiques, réguler quoi du coup, je vais te donner un exemple pas très avancé sur les emballages. Sur les emballages. Et par exemple, tu sais qu'aujourd'hui un paquet de bonbons, c'est 7 à 8 emballages.
Et puis Là, il y a de la décroissance à faire. Et puis il y a d'autres façons de réguler. Je pense que Mais là, vous êtes en train de me parler de la map où on prend ces petites graines dans un sac en là, papier. je te parle de Mais c'est décision. loin de Je te parle de l'hypermarché. décisions politiques. Oui. Ce qui est tout à fait différent. La map, c'est un effet personnel. Je parle de politiquement, où on dit aujourd'hui, demain, c'est interdit d'avoir cet emballage pour un papier, un paquet de bonbons. Et je le veux politiquement et je veux une loi pour ça. Seulement, les politiques sont pas capables de faire ça. Et là, il y aura jamais de décroissance. Mais c'est pas epsilon. Excusez-moi, j'entends bien. Mais à l'heure, on a parlé en premier sujet des guerres qui ont lieu dans le monde. On parle du renchérissement des matières premières, donc de l'impact sur la vie des gens. Et vous me parlez de l'emballage pour les. Mais oui, je te parle. c'est un exemple, mais... Non, Je veux dire, aujourd'hui, l'essence est en train d'augmenter. Moi, aujourd'hui, j'ai pris l'autoroute hier et aujourd'hui, parce qu'hier, j'étais encore sur une autre émission. 2,19 € le gasoil. C'est abusé. Alors que les stocks, ils sont pleins. Alors qu'en plus, ils nous ont bassinés à la télévision en disant, on va faire des contrôles, 500 contrôles. C'est des menteurs. La seule chose qu'ils ont fait, ils ont vérifié le prix affiché et le prix. Mais ils n'ont pas vérifié que les gens avaient sur leur stock qui était à 1,80, les passer à 2,12 €. Et ben là, il y a Donc aucun là, c'est de la contrôle. super marge. Mais pour Là, il y a aucun. là, On typiquement, tape pas sur la tête des dans gens. l'exemple que vous donnez, si on regarde un peu dans le long terme, effectivement, si vous voulez baisser la consommation, notamment d'essence, c'est ce qu'on a fait, ce que tous les constructeurs automobiles ont fait. Vous prenez les voitures d'il y a 30 ans, elles consommaient 10-15 litres au 100. Aujourd'hui, on est sur 4 litres au 100. Et c'est pas une politique de décroissance qui a fait ça. C'est la politique d'innovation et c'est la politique d'investissement. Donc, Olivier, tout bien petit détail. C'est que entre avant et aujourd'hui, le prix de l'essence a été usé. oui, non, mais ça Donc, veut ok, juste. on non, mais consomme moins, mais il y en a qui s'en mettent plein les poches ça autant. veut juste, toujours la même règle. ça veut juste dire effectivement que c'est pas une politique de décroissance qu'il faut qu'on mène, c'est une politique effectivement d'innovation et à chaque fois on est en capacité de le faire. À quel prix d'innovation? Aujourd'hui, moi, je me souviens toujours, il y a 10 ans, je voulais un logiciel qui s'appelle PageMaker. Tu vois, il fallait payer 19 000 francs pour l'avoir. L'innovation, qui pouvait se la payer? Oui, ça c'est le principe de sauf tous les nouveaux médicaments. Aujourd'hui, au début, c'est cher et après, ça devient PageMaker, aujourd'hui, PageMaker, c'est gratuit maintenant. Attends, au début, c'est cher et après, ça les intéresse plus, ils font autre chose. Quand c'est plus rentable, on laisse tomber. Bah c'est rentable, c'est qu'ils ont changé le modèle et là typiquement sur les logiciels, on est passé de modèles qui étaient effectivement assez chers à maintenant des modèles avec des abonnements mensuels assez modiques. Donc effectivement ça c'est comme ça on te tient avec les abonnements. Oui, mais enfin là, entre l'abonnement à 8 € à 5 € ou par mois et l'achat à 19 000, il va falloir. Ah bah si, c'est une vision globale. Sauf si vous vivez plus de 300 ans. Attendez, c'est juste une chose Si pour vous moi. vivez plus de 300 ans, c'est pas rentable. de vision globale. Les abonnements passent à 8 €, mais tu as plus de 200 abonnements quand tu veux vivre un chat. Donc en fin de compte, quand tu multiplies 8 € par 200 abonnements, Non, mais personne n'a 200. C'est une image, Oui, j'exagère. je sais pas si on fait le tour de la table, on doit avoir chacun 4, 5 abonnements, Non, moi, j'en 10 suis au grand Non, maximum. je sais pas, parce que par exemple, moi qui ai besoin d'informations, je Oui. n'arrive plus à trouver une information viable si je paye pas. Oui. C'est fini l'information gratuite. C'est fini le temps où quand tu allais devant France Soir, moi je m'en souviens, je l'ai vécu. Oui. Ils affichaient le journal tous les jours sur les vitres. Et les gens qui n'avaient pas de pognon pouvaient lire le journal sur les vitres de François. Maintenant, tu veux le moindre article, grâce à l'innovation et Internet, il faut que tu payes. C'est payant. Ouais. Il faut que tu payes. Les abonnements. Oui. Alors, je pense que là-dessus, on est vraiment sur un mauvais procès parce que c'est exactement le contraire qui s'est passé. Il y a beaucoup plus d'informations qui est diffusée gratuitement, y compris sur les réseaux sociaux, avec tous les médias alternatifs. Je parle de vraie information. Eh ben, c'est la difficulté, mais en fait, la Je vraie. parle pas de fake news. Hein. Non, mais la vraie. La fake news, c'est gratuit. La vraie, en fait, il y a beaucoup plus d'informations. Après, il faut arriver à trier, effectivement. En fait, la vraie difficulté, c'est comme sur les logiciels dont vous parlez, les abonnements. C'est juste qu'effectivement, on a haussé le niveau de nos exigences et notre niveau de vie sur plein de choses. C'est positif, mais effectivement, au bout d'un moment, il faut juste être en capacité de régler. Attendez, moi, il y a une chose que j'ai entendue au passage, c'est que vous pensez que l'innovation est indispensable, mais qu'elle a un certain coût. Ouais. Et j'ai eu le sentiment que du côté de Pasco, l'innovation était rejetée sans intérêt. Et je pense que j'en viens sur cette position-là. Très honnêtement. Parce qu'en plus, ça, il faut voir quelle est la manipulation populaire. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin, quand on a un téléphone, d'avoir 4 caméras, d'avoir une salle de bain sur ton téléphone, d'avoir 57 applications, et qu'on te dise, si jamais tu les as pas,
t'es nul. Si tu rachètes pas ton téléphone tous les 6 mois, t'es nul. Oui, mais parce que pardon, l'innovation. il y a manière de résister à ça. Non, mais hein. non, tu résistes pas. Pardon, je pense que regardez les modèles Non, des tu téléphones. résistes pas. Moi, j'ai un iPhone qui doit être le 11 alors qu'on en est au 16 ou au 17. Moi aussi, parce que Je suis capable de résister. Nous faisons partie des impliqués. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, la moindre innovation. Non, mais je suis pas Jean Moulin non plus. De M14 ou de je sais pas quoi, t'as eu que la veille pour avoir le dernier. Oui, mais il y a toujours eu ça, Non. les gogos du marketing. Aujourd'hui, si tu fais pas ça, si t'as pas ton écran plasma 3000 comme cela, chez toi, tu deviens un has-been. Et tout est fait pour que tu deviennes un has-been. Les deux tendances sont, en fait, il y a les deux tendances parce qu'effectivement, il y a une partie des gens qui sont totalement dans un consumérisme absolu, et de l'autre côté, on a aujourd'hui, idéologiquement, on pousse plutôt à la décroissance. Hein. Toute la littérature qui sort aujourd'hui, elle est moins sur le consumérisme. Alors effectivement, il y a des entreprises qui poussent à ça, mais il y a tout un courant qui prône le contraire, y compris d'ailleurs la décroissance. On la retrouve dans plein de littérature de gauche, mais on la retrouve aussi de plus en plus, y compris dans l'épiscopat catholique. Hein, toute la consommation, la théorie des limites, c'est des choses qu'on retrouve de façon extrêmement large. Donc c'est pas aussi unilatéral que ça. Je pense malgré tout qu'effectivement aujourd'hui un monde qui refuse de continuer à grandir, qui refuse de continuer à progresser, qui refuse de continuer à faire confiance dans la science et dans l'innovation, c'est un monde où effectivement on ne pourra pas résoudre. C'est un monde pessimiste en fait. C'est un monde où on ne pourra pas résoudre les problèmes qui nous arrivent. L'humanité a toujours été face à des nouveaux enjeux. La seule chose qui nous permet de réussir. Claude Janvier peut-être avant Pasco. Claude Janvier. Je pense qu'il faut. C'est pas le problème d'une décroissance. Je pense qu'il faut réguler aussi. Il faut réguler beaucoup de choses. Voilà. Je pense qu'on est sur deux termes un petit peu différents. C'est-à-dire que je vais passer dans le réguler. Alors justement, je fais un exemple. Je vais tomber dans le domaine agroalimentaire. Oui. Aujourd'hui, la pêche, les chalutiers de pêche, c'est plus des petits bateaux, c'est des monstruosités qui draguent les fonds de l'océan, qui ramassent toutes les espèces de poissons en vertu d'une écologie correcte, parce que là, faut arrêter qu'on nous raconte des histoires. Et ces poissons sont ensuite vendus, pour la plupart ne sont pas vendus d'ailleurs, il y en a une partie qui est vendue, l'autre partie qui est transformé ou jeté, et là ça devient une histoire de fou sous des faux prétextes de rentabilité, parce qu'aujourd'hui s'il n'y a pas ces énormes chalutiers, c'est pas rentable, et gna. Mais le problème, c'est qu'on est en train aussi, quelque part, de détruire la planète. Donc là, il y a besoin de régulation. Mais donc la décroissance, c'est bon pour la planète, d'une certaine manière. Oui, mais pas dans le sens décroissance, comme peut-être vous l'entendez. Ah, moi, j'entends rien du tout en décroissance. Et puis, rien n'est fait pour que les gens aillent vers la décroissance. Il y a le discours et il y a les actes. Et encore une fois, moi, je suis dans les exemples précis, dans le factuel. Tu commences à me connaître. Je vais te donner un exemple bien précis qui s'appelle les bouteilles plastiques. Il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui vont se dire, bon, on fait des récupérateurs de bouteilles plastiques, on vous donne 10 centimes si jamais vous les remontrez. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Le gouvernement l'a pas fait. Il y a quelque temps, les gens ont dit, bah attends, plutôt que les bouteilles en plastique, remettons des bouteilles en verre consignables. C'est en train d'être mis en place, hein. Ça arrive. C'est la standardisation, par exemple. Je vais vous donner un exemple alors que s'ils font la loi, l'éco-cup que vous avez là, l'éco-cup que vous avez, qui est la même depuis plusieurs années. Vous savez mais vous savez parce qu'en fait ça s'est développé de façon massive pour justement remplacer les bouteilles en plastique. Vous savez combien de temps il faut la garder pour que ça soit équivalent à une bouteille en plastique? Vous allez m'épouvanter. Plus de 10 ans. Ah oui, ok. Parce qu'en fait, c'est un plastique qui est beaucoup plus lourd et qui est beaucoup plus compliqué à faire. Donc effectivement, en réalité, on se donne souvent bonne conscience, alors qu'en réalité, c'est pas là-dessus qu'il faut aller. C'est effectivement trouver des moyens d'avoir des retraitements. Comment on peut effectivement... Ils veulent pas poser les lois là-dessus. Mais pardon, est-ce que la décroissance, c'est pas un truc de riche? Bah, c'est évident. Est-ce qu'il y a pas plein de gens qui nous regardent en disant mais c'est quoi la décroissance? Les gueux vont décroître et les riches vont croître, comme d'habitude. Pour être décroissant, il faut d'avoir été croissant. Donc il n'y a pas photo, c'est un truc de riche. Un truc de riche. C'est un truc de riche à travers entre nations riches et nations pauvres, ou même à l'intérieur d'une nation riche. Et de non-partage. N'oublions pas. Parce que si nous on est riches, c'est parce qu'il y a des pauvres. Entre guillemets. Et c'est valable aussi bien à l'intérieur du pays qu'entre pays. Je prends juste le téléphone. Moi, j'ai qui ai fait pour mal de pays. Le coltan, les pays où on récolte le coltan, ils sont dans la merde. Alors que nous, on en profite. Et c'est qu'un exemple. Donc c'est pas si simple que ça. Mais encore une fois, je dis s'il n'y a pas de volonté politique pour ça, ça peut pas marcher. Et il y a des pays où ça se fait. Je prends toujours comme exemple Pepe Mojo en Uruguay.
qui vient de mourir, le pauvre. Il a mis en place des choses qui étaient... Mais c'est des lois. Par exemple, en 1913, c'est en Uruguay qu'ils ont autorisé l'avortement pour les femmes. 1913 Ce qui veut bien dire que quand tu fais une loi politique, derrière, ça suit. Et les politiques ne font pas des lois pour que quelque part on régule la décroissance. S'il y a un seul truc où la France, on est plutôt numéro 1, c'est sur le fait de faire des lois, sur le fait de faire des règlements, de mettre des contrôles. Mais donc, du coup, on va pas. Quand vous prenez la régulation, le plus de lois, plus d'encadrement. Vous allez dans le sens. Je pense qu'effectivement, on est déjà dans une vraie tradition française. On n'a pas besoin d'être encouragé dans ce domaine. Excuse-moi, je vais être un peu. Pasco, ce sera le mot de la fin. Surtout en France, on fait surtout des lois, mais on fait pas les décrets et on les applique pas. Donc c'est bien joli de faire la communication, encore une fois. Il y a plein de lois, et je peux t'en citer un paquet, qui ont été posées, communiquées. Il n'y a pas le décret, il n'y a pas l'application. Donc c'est du pipeau. Je mettrai le dernier petit clou sur ce cercueil-là, c'est qu'il y a 20 ou 25% d'application, de décrets d'application. C'est complètement fou. Mais on a communiqué. Les lois sont bloquées. Ah oui, on a communiqué, beaucoup d'énergie au Parlement, et finalement, ça reste bloqué. Et les gens croient que c'est fait. C'est fou. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, ça, c'est la parole performative, qui performe pas grand-chose. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour les coups de gueule et les coups de cœur. Messieurs, merci. Et ben voilà, on y va, on enchaîne. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. On commence par les coups de gueule. Oui. Coup de gueule, Claude Janvier, votre coup de gueule, c'est quoi? Le coup de gueule, c'est la hausse à peine le lendemain du déclenchement des hostilités des USA et d'Israël envers l'Iran. Les prix de l'essence en France avaient déjà augmenté. Oui. Et les journaux télévisés, des médias mainstream nous disaient c'est la faute du conflit. Il faut arrêter de nous prendre pour des andouilles quand même. À quelques heures, c'est pas possible. En plus, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que 3% de ce qui passe par le détroit d'Ormuz affecte en réalité la France et l'UE. Ça affecte plutôt en fait l'Asie et l'Océanie. Et la Chine principalement. Et la Chine. Donc en réalité, on voit bien qu'on nous prend toujours pareil pour des machines à cash, pour des vaches à lait. Et c'est ça mon coup de gueule du jour, c'est parce que dès qu'il se passe quelque chose, eh bien les prix galopent. Et ça, c'est pas uniquement l'État responsable, c'est aussi les sociétés pétrolières qui se gavent. Alors là, maintenant, on nous annonce qu'il y a une baisse de nouveau. En attendant, ça a bien monté, ça rebaisse. Et évidemment, dans ce laps de temps, eh bien, monnaie, Dark Side of the Moon, gling, 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 gling. Et ça baisse moins vite que ça monte. En plus. Non, mais ce qui est vraiment surprenant, c'est la rapidité de la hausse. Exactement. Ah oui. Alors que mathématiquement, avec les flux, ça ne pouvait pas avoir augmenté de cette manière. C'était impossible. Ouais. Donc c'était bien quelque chose qui a été voulu et qui a été voulu Vous croyez pas que c'est juste un opportunisme de la part des vendeurs de gaz et d'essence? Eh bien oui, absolument. Tout, Et demain, de tomates. Oui, c'est ça. Pareil. Voilà. De tomates? Oui, pareil. Ouais, Tout va augmenter parce qu'on se sert de l'excuse. Oui, bien sûr. Merci. Monsieur Pasco, votre coup de gueule. Expo-zone. Ça, je ne comprends même pas les mots. Eh ben, Alors, c'est le concept qui globalise. Non mais répétez-le. Expo-zone. Expo-zone. Voilà. Ça s'écrit comment déjà? E-X-P-O-S-O-N-E. De mémoire. Expo-zone. Voilà. Okay. C'est le concept qui englobe toutes les anomalies non génétiques que subissent les individus à cause de l'environnement. Ok. Donc toutes les maladies, tous les trucs. Le seul qui connaissait, c'est Olivier. Oui, non, c'est. Ok. Et j'ai comme exemple en coup de gueule aujourd'hui le fait qu'on est devenu 4e dans le monde entier, la France. 4e. Sur quoi? 4e de quoi? Sur l'expansion du cancer du pancréas. Oui. Avec extension sur le foie. 4e. 4e quand même. Ouais, 4e. Et ça, grâce, et maintenant c'est une étude très, très, très scientifique qui le dit, etc., grâce en partie aux pesticides. Il y a un type, par exemple, des scientifiques très intelligents qui ont comparé les endroits où il y avait un nombre exponentiel de cancers qui se déclaraient avec les quantités de pesticides utilisées.
Et ils se sont aperçus que quelque part, Ça les croisait. pesticides se croisaient bien avec l'augmentation des cancers. Il y a 40%, depuis du 30 ans, 40% des cancers du pancréas qui ont augmenté chez les femmes, plus de 20% chez les hommes. Donc quand je vois aujourd'hui C'est énorme. qu'il y a ah oui, c'est énorme. Quand je vois aujourd'hui qu'il y a un type qui s'appelle Duplon, je dirais Duplon, je ne mettrai pas de C. La loi du plomb. Je ne mettrai pas de C. Il y a un député ou un sénateur. Hein. Je sais pas, mais Sénateur. Duplon du C, Ouais. qui refait une loi pour quelque part remettre des pesticides Ouais. pour les betteraves, je deviens fou et c'est un gros coup de gueule. Expo, alors, même juste si c'est- même si synthétisons, c'est- même si c'est une innovation. Expo Saône, hein, c'est ça, ok. Expo Saône. Très bien, merci, parce que là, vraiment, j'ai appris quelque chose Et à chaque aujourd'hui. fois, j'essaie de Merci, mais Pasco, tellement fort, tellement pédagogue. Allez, Olivier Vial, votre coup de gueule. Alors moi, mon coup de gueule, c'est sur, à quelques jours des municipales, c'est sur le parti animaliste Oui. qui présente cette année 70, qui est présent dans 70 listes. Ils ont la stratégie du coucou, ils sont à la fois présents sur des listes de droite, sur des listes de gauche majoritairement, et même quelquefois de façon indépendante. Ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, c'est des gens qui ont instrumentalisé la question du bien-être animal. Aujourd'hui, la majorité, l'écrasante majorité des Français, 96%, sont attachés à ce qu'on fasse attention au bien-être des animaux, ce qui est très bien. Sauf que eux, on est passé du bien-être animal à la libération animale. Ils en ont fait un sujet extrêmement politique et ils sont en train de nous faire des grands débats sur on ne dit plus les rats, on dit les surmulots et donc il ne faut pas les réguler. Il faut apprendre à cohabiter avec eux. Les pigeons, il faut être en capacité là aussi d'arrêter de les réguler pour apprendre à vivre avec eux. Tout ça, ça a des conséquences sanitaires importantes. Il les nie, mais par exemple la leptospirose, qui est la maladie qui est transmise notamment par les rats, est en train d'exploser en France. On a eu 3 personnes qui ont été hospitalisées en soins intensifs en Saône-et-Loire il y a quelques semaines. La semaine dernière, on a 3 personnes qui sont décédées à La Réunion, 54 personnes qui ont été hospitalisées, dont 15 en soins intensifs aussi à cause de la leptospirose. Et on nous dit que c'est pas grave, que dans les villes, ça se développe. Donc c'est ce coup de gueule-là, parce que malheureusement, parce qu'ils ont réussi à instrumentaliser ça et qu'ils utilisent les bons sentiments des Français, de nos concitoyens, ils sont en train de nous présenter un monde où il y aura des risques sanitaires très importants et où il y aura aussi des risques pour l'environnement, parce que finalement, ça continue à créer des problèmes pour l'environnement. Merci beaucoup. Un petit mot avant qu'on enchaîne sur les coups de cœur. Paul-Marie Couteau a fait un passage très rapide. Il était arrivé en retard malheureusement et il est souffrant. Il a dû nous quitter pour des raisons de santé. On espère le revoir rapidement. Voilà. Claude Janvier, votre coup de cœur. Alors, on m'a envoyé un livre avec un communiqué de presse et effectivement, ça m'a attiré l'œil de suite parce que le titre, OVNI et pop culture, avec Bowie. David Bowie en couverture. David Bowie. Alors moi, effectivement, j'ai baigné dans mon adolescence et dans ma jeunesse dans la pop culture, puisque c'était la naissance du rock progressif, du jazz fusion, etc., etc. Parler des années 60, 70. 60, 70 et 80. Après, c'était autre chose. Donc, alors je me suis penché sur ce livre. J'ai pas lu encore tout, mais j'ai des passages assez savoureux. L'auteur Egon Kragel, avec une préface de Jean-Claude Bourret. Donc, des rockstars, des personnalités les ont vus, et là, il parle d'OVNI, et témoignent. Et donc, effectivement, dans ce communiqué de presse, c'est quel est le point commun entre David Bowie, Mohamed Ali, Nicoletta, Elvis Presley, Michel Morgan, Jimmy Carter et Gordon Cooper. Et ben, le point commun, c'est qu'ils ont vu des ovnis et qu'ils témoignent. Alors, j'ai trouvé ça assez surprenant. Egon Kragel est un grand spécialiste d'ufologie en France. Alors, je ne le connais pas, mais son livre a l'air très, très intéressant. Et effectivement, j'ai feuilleté, je suis tombé sur des chapitres assez savoureux. Alors, très rapidement, depuis les années 40, ces objets mystérieux fascinent. On parle des ovnis, inquiètent et divisent, donc ça serait trop insaisissable. Il ne serait que pour certains qu'affabulation ou méprise des phénomènes naturels. Et pourtant, des décennies, ils ont quitté le ciel pour s'infiltrer partout, etc., dans les archives militaires, la musique, le cinéma, les chambres d'ados, etc., etc. Donc voilà, c'est un livre qui a l'air assez fascinant. J'ai pas encore tout lu, mais les passages que j'ai pu lire sont assez savoureux. Voilà. Magnifique. Merci pour que ce coup de cœur qui nous éclaire. Ah mais c'est voilà. Qui nous donne envie, exactement. Okay. Alors Philippe Pasco, votre coup de cœur. Il est pour les femmes. Cette fois-ci. Pour la journée de la femme. Non, pour les règles. C'est votre côté Julio Iglesias. Non, pour les règles. Les règles. Ok. Menstruelles des femmes. Il y a une ville qui s'appelle Saint-Ouen-sur-Seine qui a décidé d'aider les femmes pendant leurs règles et les menstrues douloureuses. D'accord. Donc dans la mairie, il a mis en place
des ballons pour que les femmes qui ont des règles douloureuses puissent s'asseoir autrement que sur des chaises. Il a fait des bureaux spéciaux, etc. Il a même mis en place, pour les femmes qui avaient une endométriose reconnue, des horaires de travail aménagés ou des jours de congé sans carence. Moi, je dis bravo. Si une ville a pu le faire sans que ça coûte plus cher, d'autres villes pourraient le faire. Excellent, merci. J'irai me renseigner. J'irai voir, je ne suis pas très loin de Saint-Ouen-sur-Seine. Saint-Ouen-sur-Seine. Ok, dont le maire actuel se représente, je crois. Rien que pour ça, je voterai pour lui. Très bien. J'étais là-bas. Ok. Merci beaucoup, Olivier Vial. Votre coup de cœur. Alors moi, le coup de cœur, c'est justement un petit peu suite à la Journée de la femme où on a beaucoup célébré des militantes féministes. Moi, j'ai voulu attirer à ce moment-là l'attention sur la mère Brasier. La mère Brasier, c'est cette fameuse ambassadrice de ce qu'on appelait les mères lyonnaises. Ces restauratrices qui sont passées des cuisines des bourgeois à la création de restaurants quand justement il n'y avait plus les moyens de les payer après la crise de 29. Et donc elle a monté son premier restaurant en 21, c'est quelqu'un qui était une fille mère, qui s'est fait virer par ses parents, qui était totalement illettrée, et pourtant, en quelques années, elle s'est imposée comme la première chef à avoir 3 étoiles dans son restaurant, puis extraordinaire un parcours. deuxième 3 étoiles, ce qui fait que en 1933, elle est la seule femme à avoir 2 fois 3 étoiles, ce qui n'arrivera pas avant 1997 et Alain Ducasse. Donc elle est le premier chef à avoir 6 étoiles consécutives, et surtout c'est la tradition française et la tradition lyonnaise. Grâce à elle, Kurnonski, le célèbre gastronome, le prince des gastronomes, dit que Lyon est la capitale mondiale en 1934 de la gastronomie. Et effectivement, elle va être à l'origine de 2 grandes gastronomies, à la fois la haute gastronomie lyonnaise, avec les fameux cœurs d'artichaut au foie gras, la poularde de demi-deuil, mais aussi les bouchons lyonnais, qui font encore aujourd'hui la richesse de cette capitale des Gaules, qui est encore, comme disait Frédéric Dard, la capitale de la gueule. Ah, excellent. C'est la maman de Bocuse, d'une certaine manière. Celle, effectivement, Paul Bocuse est allé elle avait un restaurant au sommet de col de la Luère. Il est monté tout seul en vélo. Quand il l'a vu arriver en nage, il a dit, c'est très motivé, donc je te prends dans mes brigades. Et ça a été son premier apprenti. Formidable. Merci beaucoup pour ce coup de cœur. Merci, messieurs, de votre présence. À très vite.